crois qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on est une université qui a beaucoup changé sur de nombreux points. Je dirais l'université française en général et l'université d'Avignon particulièrement. D'abord parce que l'université française s'est appropriée la question du numérique avec une force incroyable à travers ce qu'on appelle France Université Numérique, le projet FUN, qui consiste à nous demander à nous comment est-ce que le numérique va s'installer dans nos pratiques du savoir de demain, de la diffusion de la connaissance, des compétences, mais également de la recherche. C'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui ça prend une place tout à fait singulière à la fois pour les étudiants et les chercheurs afin de transformer leur territoire, c'est-à-dire faire rayonner le territoire d'une manière différente, mais aussi transformer la manière dont les apprentissages se font. Il faut vraiment imaginer qu'il est en train de se passer des choses qui sont assez inouïes en France, qu'on voit peu puisque les médias en parlent peu, mais qui nous amènent à reconsidérer toutes les modalités de formation par rapport au numérique. D'abord, j'allais dire, c'est la plus importante, majeure à notre sens, l'idée d'une formation tout au long de la vie et d'une formation faite d'apprentissages divers qui ne sont plus cantonnés comme on pouvait le faire avant sur, par exemple, une licence, ça dure 3 ans et si tu la réussis pas en 3 ans, c'est mort. Non, non, une licence, peut-être que maintenant, ça va prendre 4 ans, 5 ans, 6 ans, que ça va se faire avec des expériences diverses, avec le fait de partir à l'étranger, avec justement la fréquentation des réseaux en tant que tels, avec la construction de la manière dont les individus eux-mêmes vont apporter dans leur réseau, leur savoir-faire et leur apprentissage. Je pense que l'apprentissage singulier que chacun peut avoir, c'est une grande question d'aujourd'hui, va pouvoir enrichir le réseau en général. Il faut imaginer que pour un territoire comme le nôtre, le Vaucluse, Avignon, on est carrément au cœur de ce type de situation. D'abord parce que notre université a fait le choix de se développer sur 2 thématiques, l'agroalimentaire d'une part, la culture et le numérique d'autre part, et qu'on est vraiment au cœur de cette situation parce qu'on pense aussi que nous, ici, si ce territoire, le territoire d'Avignon et du Vaucluse ne se développe pas sur ces questions, il ne se développera pas. C'est mort, c'est terminé. Alors c'est très bien parce que je ne veux pas vexer les acteurs de notre territoire, mais on part aussi avec une page qui est presque blanche, qui a été interpellé par les artistes comme Houellebecq il y a quelques années, qui se dit voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a le phénomène événementiel évidemment du Festival d'Avignon, mais qu'en faisons-nous après le festival? C'est vraiment une question qui est posée, que nous posons depuis longtemps, nous sociologues. Donc je crois que les artistes, les chercheurs en informatique, on a un des meilleurs laboratoires d'informatique de France, mais informatique et numérique, c'est 2 questions qui vont à part. Hein. La manière dont on s'approprie la question du numérique, on parle bien vraiment de questions qui relèvent des usages et de la création de nouveaux usages en tant que tels. Donc on est vraiment dans ces logiques-là. Je pense qu'on part presque ici d'une page de fait blanche parce qu'il n'y a pas de grands acteurs qui sont mobilisés au sens de grandes industries qui auraient tous les capitaux et qui vous imposent des choses, mais que justement la convergence de ce paysage et de cette configuration de savoir, je parle un petit peu comme le sociologue Bruno Latour, la configuration de savoir, c'est des acteurs réunis qui vont pouvoir créer quelque chose de nouveau. Ici, on a des artistes, une institution festivalière, des lieux patrimoniaux connus depuis le Moyen-Âge, une université avec des laboratoires exceptionnels et des gens qui ont des désirs, des envies de se dire simplement, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé plus vite sur cette question et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble aujourd'hui? C'est ça que j'appelle un petit peu cette logique de la page blanche, mais qui donne une configuration absolument idéale pour penser l'avenir. En plus, j'allais dire que le top dans cette histoire, c'est quand même qu'Avignon bénéficie d'une notoriété internationale reconnue de partout, avec un capital et une image qui sans doute est un petit peu survendue, mais je pense qu'il faut en profiter de cette image survendue pour pouvoir construire et capitaliser sur le fait culturel, sur le plan international dans toutes les nations, pour pouvoir faire vivre ces choses-là. Grâce à ça, je pense que le numérique peut avoir aussi une consonance tout à fait singulière sur ce territoire avignonnais, grâce à ces acteurs qui sont engagés. On peut penser effectivement à cette histoire de fabricat numérique qui nous intéresse de près, et pour cause, mais j'allais dire que les acteurs qui sont déjà présents sur ce territoire vont être très intéressés aussi par cela. Je pense à l'Institut supérieur des techniques du spectacle, qui forme des directeurs techniques, qui usent de matériel, qui usent de technologies qui sont extrêmement pointues pour faire vivre les spectacles aujourd'hui. Je pense qu'Avignon est un merveilleux réceptacle de ça. Je pense évidemment à tous les savoir-faire que nous développons dans nos universités sur les savoirs, les revues électroniques, la constitution aujourd'hui de diffusion de ce qu'on appelle les MOOC, par exemple à l'université, où on réfléchit beaucoup d'ailleurs avant de se lancer sur ces questions pour savoir au fond, c'est beaucoup plus qu'un cours qu'on va mettre en ligne. Ça doit être le cours de référence international qui fait qu'on va donner et créer du désir de ce territoire. Donc je pense que par rapport à cela, l'enjeu pour nous est absolument considérable. Bien sûr, je pense que l'artiste occupe une place
très singulière dans cette question, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ville créative, de créativité. On met ce mot, on l'adjoint à tout, comme si on savait de quoi il s'agissait, comme si la création était quelque chose qui était un concept vide ou plein, mais que tout le monde peut employer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment réagir et réfléchir à ce qui crée le contexte de la créativité, au sens le plus fort du mot. J'ai eu l'occasion de participer à un conseil de la création il y a quelques années. On voit bien que faire vivre ensemble des acteurs qui peuvent travailler sur cette idée de créativité, ça veut dire vraiment s'ouvrir à des mondes qui n'ont pas l'habitude de circuler entre eux aujourd'hui. L'artiste, en ce sens, à mon avis, est un inspirateur et un guide, et ressemble d'ailleurs beaucoup, moi, à chaque fois que je suis confronté aux artistes, hein, j'ai eu l'occasion de rencontrer assez longuement l'autre jour Louis Beck, qui revenait sur ses travaux, donc ce regard rétrospectif, et ces questions qui étaient posées depuis l'an 2000 ici, montrent à quel point finalement les questions des artistes et des chercheurs sont extrêmement proches. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'abord habités par une temporalité qui est un tout petit peu différente du reste de la société, et que cette temporalité-là amène à reconstruire les espaces de la création. Et je pense que si on ne recoupe pas la manière dont les artistes voient le temps de la création avec le temps de la recherche ou le temps de l'ingénierie, et qu'on ne compare pas ces temps et qu'on ne les fait pas converger pour voir là où il y a des arrêts, des cassures, on aura du mal à comprendre complètement ce que veut dire créativité, j'allais dire dans le sens le plus profond, les philosophes diraient le plus ontologique de ce que cela nécessite. C'est bien plus qu'un adjectif qualificatif ou qu'un mot durant une campagne électorale. Moi j'ai entendu Avignon la créative, oui ok, franchement je me creuse des fois, c'est quoi ? La création c'est pas un slogan. C'est un travail de fond. C'est une recherche avec des gens qui se sont posés un certain nombre de questions qui sont vraiment profondes et différentes, qui fait qu'au bout du compte, on le sait fort bien, c'est l'histoire qui va donner raison à cela. On voit qui ressort immédiatement. Nous, on a tous nos codes. Dans la recherche, on a les codes des gens qui publient sur des revues internationales, qui sont les meilleurs, qui sont des experts, pas experts de fait, experts parce qu'ils ont travaillé un domaine qui leur a pris quelquefois 30 ans pour sortir un texte de 15 lignes. On est dans une société qui paradoxalement a beaucoup de mal à accepter ce type de choses. Je pense qu'il en va exactement de même pour l'artiste. Elle a du mal, la société, avec l'artiste. Alors quelquefois, elle l'adjoint dans une grande conférence où il y a plein de personnalités, d'industriels. Ah, on va mettre l'artiste de service, j'allais dire, qui va faire son discours. On est content, on se sent déculpabilisé, l'artiste s'en va, et puis on est content, on a fait un bon moment. Non, maintenant, il faut passer à autre chose. Je crois qu'il faut restaurer la place de gens qui ont cette configuration mentale de la création, qu'on sait repérer, qu'on a peur de repérer, parce que depuis à peu près une trentaine d'années, on a beaucoup de mal à se dire, mais au fond, quels sont les quelques critères qui font que ces gens sont un tout petit peu à part et qu'on doit leur configurer cette place dans la cité savante, j'allais dire au sens le plus fort du mot, si on veut avoir demain une cité réellement de la création et de la créativité. Il y a des questions qui sont à se poser et ça ne peut se faire que dans un contexte de réunion, de confrontation, mais aussi de respect. Voilà. Et en tout cas, surtout pas de slogan. C'est plus qu'une dynamique intéressante à saisir. D'abord, tout dépend comment seront constituées l'évaluation de ces réponses aux appels à projets. C'est compliqué les appels à projets, parce qu'on pense toujours dans l'appel à projet que celui qui fait l'appel en sait plus que ceux qui vont répondre. Et du coup, c'est un petit peu comme les CV qu'on voit qui arrivent chez la directrice des ressources humaines ou les directions de ressources humaines, qui, quand ils ont des compétences différentes, décalées, vont peut-être pas être repérés. Donc l'appel à projet, c'est toujours une norme qui espère, au bout du compte, récolter des choses intéressantes, et les choses les plus intéressantes sont forcément celles qui ne répondent pas au projet. Ce qui est quand même ça qu'il faut accepter, mais on ne le dit jamais. C'est fou. Et quand je dis on ne le dit jamais de la manière dont je le dis, c'est qu'on se crée quelquefois des critères normatifs qui nous font passer à côté d'un certain nombre de choses. Donc French Tech, à mon avis, oui, l'appel à projet est ouvert. Oui, ça permet à des acteurs de se dire, finalement, et ça c'est sans doute la force de ce type d'appel à projet, finalement je ne peux pas le faire seul.
Finalement, je sais que j'ai besoin de compétences pour réussir à cela, et ça c'est vraiment la seule et la principale force d'un appel à projet de ce type. Il va falloir que j'aille chercher des compétences ailleurs, et si chacun, là où il est, se dit qu'il a besoin de l'autre, alors je pense que le truc est réussi. Si ça ne marche pas ainsi, ça ne marchera pas, là encore une fois. Et oui, évidemment, c'est absolument normal que différents types d'acteurs, le monde de la recherche, de l'université, de la science, l'entrepreneuriat, les artistes, se disent on a sans doute une place à avoir. La seule chose qu'il faille espérer, c'est que chacun ne se dise pas qu'il doit prendre le leadership dans l'histoire. Et pourtant, il en faudra. Et pourtant, il en faudra. Donc la question, il faudra la poser aussi dans le cadre de nos ateliers pour pouvoir se dire, mais au fond, quel est le meilleur porteur de projet? J'allais dire que nous tous, qui sommes habitués à des réponses d'appel à projet sur le plan national ou européen dans les universités, quand vous avez 5 laboratoires qui répondent, forcément on pose la question, mais au fond, qui va le porter sur la durée? Et le fait de bien poser la question, en général, fait qu'on répond correctement et que tout marche. Il faut être rassuré, c'est rien d'inquiétant, c'est quelque chose de super positif de le faire. On a des acteurs où on est quelques-uns, en tout cas, à se rassembler sur la même manière d'aborder le projet aussi, ce qui est quand même pas rien. Parce que quelquefois, on voit ça à l'aune de soi, et je pense que l'enjeu aujourd'hui est justement de dépasser cela. Et qu'on est vraiment mûr pour ça, mais je pense qu'il y a un phénomène, mais vous y participez avec force, de génération aussi. C'est une autre manière d'envisager les choses. Ce qu'il faudrait dire aussi par rapport à cela. On est dans un projet qui se porte d'une manière très différente et qui fait que cette génération en place et en responsabilité va se sentir aujourd'hui en face pour pouvoir prendre la main et créer une confiance qui est une confiance coopérative, ce qui à mon avis n'est pas rien, et très nouveau comme manière de faire, plutôt justement une main qui serait prise justement par une espèce de leadership naturel qui s'imposerait parce qu'on est le plus fort, parce qu'on a la meilleure place institutionnelle, parce qu'on a le capital symbolique ou le capital économique. Non, c'est une autre chose qui se pose comme question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on coopère au sens des coopératives, d'ailleurs, qui sont à peu près les seuls modèles sociaux aujourd'hui et sociétaux qui continuent à faire vivre leurs projets dans le XXIe siècle. Parce que la vraie question qui est en train de se poser, c'est comment est-ce qu'on entre au fond dans le XXIe siècle. Moi, le sociologue que je suis, je peux vous dire, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas du tout. C'est vraiment le but du jeu de la fondation universitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, il faut quand même savoir que par rapport à d'autres pays, c'est quand même une création récente. Les fondations universitaires, elles datent de la loi sur l'autonomie des universités, c'est-à-dire la loi portée par Valérie Pécresse. Elles ne sont plus reconduites en tant que telles dans la loi actuelle, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les universités n'ont plus forcément le droit d'ouvrir leur fondation comme ça pouvait se faire avant. Nous, on a sauté sur cette occasion à horizon 2010-2011, précisément pour en faire un outil d'interface. Mais on prend du temps pour savoir qu'est-ce que ça veut dire l'interface, parce que si les partenaires ne sont pas avec nous dans la fondation, on aura vraiment beaucoup de mal à le faire. Il n'empêche que voilà, ça commence vraiment à marcher avec des gens qui savent, mais exactement de la même manière que vous êtes en train de le définir, qui savent comment marche une fondation à l'étranger. C'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup de mal à expliquer, parce que c'est récent, à quoi sert une fondation quand elle est une fondation universitaire. Or, c'est précisément l'interface qui se crée là où ça ne se fait pas ailleurs, c'est-à-dire les mondes du savoir, de la recherche, de l'innovation, de la recherche aussi dans le domaine artistique, et des acteurs du territoire qui se disent réunissons pour monter un projet, sachant qu'aujourd'hui aussi en France, il faut ajouter ça, c'est à peu près le seul lieu où on peut investir. Quand je dis investir, c'est que nous, dans le domaine, dans l'espace public de l'enseignement supérieur, c'est le seul lieu dans lequel on a besoin de faire des placements et de travailler avec des intérêts. Là, je suis très terre à terre et très financier, mais c'est le seul endroit. Ce qui veut dire effectivement le seul endroit où on construit un avenir avec quelque chose qui permet d'investir l'avenir. Parce que la bonne finance, en fait, c'est celle qui se substitue à ce qu'on appelait l'outil de production il y a 100 ans. La bonne finance aujourd'hui, c'est celle qui va justement permettre de replier sur la finance les projets. C'est-à-dire surtout pas une finance qui soit une finance d'intérêt où on garde les intérêts pour soi, mais que les intérêts justement sont investis sur les projets. C'est-à-dire promettre à la société de demain une meilleure société que ce qu'elle est aujourd'hui. Or aujourd'hui, c'est pour ça que je dis on n'est quand même toujours pas rentré dans le XXIe siècle. Vous savez qu'on promet à notre jeunesse quelque chose, une société qui est moins bonne que celle que nous avons connue quand nous étions jeunes. Enfin, c'est inouï, c'est la première fois de notre histoire. Il faut que ça nous réveille. J'allais dire, c'est un signal d'alarme qu'il faut pouvoir tirer, qui est d'une gravité redoutable. Soit on en prend conscience et effectivement on se dit que nos investissements sont portés pour l'avenir et pour notre jeunesse à qui on fait confiance.
J'intervenais avant-hier dans une conférence devant justement des directeurs des ressources humaines. Moi, je leur ai dit que ma première préoccupation dans l'université où j'ai affaire à des jeunes qui rentrent dans un diplôme, c'est de me dire, mais derrière qui, derrière lequel d'entre eux ou d'entre elles j'ai envie de me mettre demain, c'est-à-dire de suivre. Et pas de me dire qu'est-ce que je vais leur donner, mais voilà, qui va jouer ce rôle de quelqu'un derrière qui j'ai envie de me mettre. Je ne dis pas que je le ferai, je dis simplement qu'il faut avoir cette question en tête. Parce que si on n'a pas cette posture, on n'arrivera jamais à transmettre à notre jeunesse les rêves que nous espérions avoir et que nous n'avons pas réussi à construire. Alors plutôt que leur donner notre désespoir, je pense qu'il faut vraiment leur donner l'espoir de dire bah vas-y, j'ai pas pu y arriver, mais toi porte-le notre rêve. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de le dire, de le déclarer aussi simplement que ça? J'en suis pas tout à fait sûr.